Le Parlement chez vous, une émission bimensuelle initiée par NDI en collaboration avec l'URTEL, avec le concours de l'ORTM et l'appui de l'USAID. Le Parlement chez vous se veut une émission d'information, de sensibilisation, d'échanges interactifs afin de permettre à l'Assemblée nationale d'être connue de l'ensemble de nos concitoyens. Pour participer à l'émission, téléphonez au 20 20 27 47. Le Parlement chez vous, tous les dimanches à 15 h sur votre station. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au premier numéro de cette émission intitulée Le Parlement chez vous. Initiée par l'Assemblée nationale du Mali avec le concours de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali ORTM, de l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL et de National Democratic Institute NDI, cette émission se veut une émission d'information, de sensibilisation, d'échange, de participation afin de permettre à l'Assemblée nationale d'être connue de l'ensemble de nos concitoyens. À la technique, Chef Likone et Tamba Traoré et au micro, Seydou Baba Traoré. Rôle et responsabilité du député, c'est le thème de ce premier numéro. Pour en parler, nous avons comme invité les honorables Modine Ndiaye, député élu à Baroueli. Honorable, bonjour. Bonjour. Ndoula Thiam, député élu en commune 4 du district de Bamako. Honorable, bonjour. Bonjour. Et Madame Oumouboli Diallo, présidente de l'ONG féminine Promodef. Madame, bonjour. Bonjour. L'émission qui durera 45 minutes va comporter 3 grands chapitres, à savoir les questions élémentaires relatives aux députés, les fonctions du député et enfin les questions des auditeurs. Dans un contexte démocratique, la prise de décision du Parlement exige une information participative et interactive. Le dialogue entre le Parlement et les citoyens doit être constant, ouvert et fécond. C'est ce défi que l'Assemblée nationale du Mali tente de relever depuis un certain temps pour qu'elle ne soit plus perçue comme une institution peu ou pas utile du tout. Il s'agit pour la représentation nationale de faire en sorte que les médias et les citoyens soient informés, bien informés de sa double mission législative et de contrôle. Dans le quartier populaire de Bagadadji, place de la République, 2 grandes bâtisses s'imposent, la grande mosquée de Bamako et le siège de l'Assemblée nationale. Si le citoyen lambda sait avec précision et clarté ce qu'on fait dans la grande mosquée, généralement il ignore ce qui se passe à l'intérieur de l'autre bâtisse, c'est-à-dire le siège de l'Assemblée nationale. Et s'il a une certaine idée, il peut être amené à se poser un certain nombre de questions, entre autres. Qu'est-ce qu'un député ? De quoi s'occupe-t-il à l'intérieur de ce grand bâtiment? Comment un député est-il élu? Quel est son statut? Existe-t-il une différence entre un député et un maire d'une part et un député et un parlementaire d'autre part? J'en passe. Le Parlement chez vous, avec NDI, URTEL, ORTM et USAID. Encore une fois, bonjour chers invités. Ma première question s'adresse à vous, honorable Modine Ndiaye. Qu'est-ce qu'un député? Merci beaucoup, Seydou Baba. Un député, c'est le nom que la Constitution a donné à un membre élu à l'Assemblée nationale. Et c'est vraiment la définition du député. Est-ce que, madame, vous êtes du même avis? Le député, effectivement, c'est celui-là qui est élu par le peuple pour le représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Comme il l'a dit, effectivement, c'est un nom dévolu par les textes nationaux. Vous abondez dans le même sens, honorable Thiam? Oui, tout à fait. Je crois que c'est vraiment idéal là, quand nous comprenons tout de suite la définition qui vient d'être donnée par l'honorable. D'après nos textes de la République, surtout la Constitution, qui donne ce pouvoir à un député d'être le représentant du peuple, pour le peuple, et qui doit éventuellement rendre compte à ce peuple. Et c'est ça, sa présence au niveau de l'hémicycle. Je reste avec vous, honorable Thiam. Le député, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Le quotidien du député, c'est la première des choses, comme vous le savez, c'est d'abord organiser cette institution. Cette institution qui nous appartient à tous, au peuple, qui doit être là pour dire ce que veut le peuple, ce que le peuple souhaite. Et c'est dont le peuple vraiment pense, à mon avis. Donc si c'est le cas, il faut d'abord l'organiser.
il faut le mettre en fonctionnement, il faut que cette institution puisse marcher. En dehors de cet aspect, il faut que le député est là pour éventuellement légiférer, pour dire voilà ce que nous devons faire, voilà ce que vous souhaitez, vous, en tant que peuple, ce que nous vous proposons ou éventuellement ce que vous avez proposé que nous allons faire passer. Et pour un dernier point, c'est le député est là aussi pour contrôler ce que fait l'exécutif. Qu'est-ce que nous avons accepté ensemble de faire et à quel niveau nous en sommes aujourd'hui. Donc le député est là pour éventuellement faire aussi un coup d'œil par rapport à cet aspect. Ok. Honorable Moudindia, comment on devient député? Avant de répondre à cette question, je voudrais préciser un point très important. C'est que député, c'est l'appellation de l'Assemblée nationale parce que dans la constitution du Mali, nous avons un parlement qui a une seule chambre qu'on appelle Assemblée nationale. Tout à fait. Dans certains pays, le parlement est composé de 2 chambres. Il y a l'Assemblée nationale et il y a le Sénat. Okay. Et si c'est le cas, il y aura donc des députés à l'Assemblée nationale et des sénateurs au Sénat. Mais ce n'est pas le cas pour le moment, le moment au Mali. Donc nous nous en tenons en tout cas aux députés comme représentants du peuple. Okay. Donc votre question c'était... La question que je vous ai posée, un député, comment on devient député? On devient député conformément au texte de la République suite à un vote au suffrage universel. Mais le vote se fait par circonscription électorale. Et en ce qui concerne notre pays, c'est les cercles qui constituent les circonscriptions électorales. Et chaque cercle, par rapport à la taille de sa population, dispose d'un certain nombre de députés, de représentants qui vont devenir députés. De la même manière, chaque commune du district de Bamako a également un certain nombre de représentants qui viennent à l'Assemblée nationale. Donc, pour me résumer, on devient député suite à un vote. Et c'est pour le moment au suffrage direct. Ok. Est-ce qu'il y a une différence, honorable Thiam, est-ce qu'il y a une différence entre un député et un maire? Parce qu'au cours des élections, il a dit tantôt, un député est élu. Maintenant, quand il va en campagne, le plus souvent, on entend invariablement le député, par exemple, l'honorable Moudindiaye, s'il va à la conquête de ses maîtres, les Traoré, il promet beaucoup de tonnes de haricots. Est-ce que c'est ça le rôle d'un député? Oui, en fait, souvent nous faisons la confusion. Hein. Il y a une confusion qui se passe éventuellement, surtout en période de campagne. Nous entendons les gens pour dire que non, je ferai des routes, je vais faire telle ou telle chose, qui n'est pas quand même, qui ne fait pas partie des prérogatives des députés. Un député travaille surtout dans le cadre de légifération, c'est-à-dire de faire des lois pour la République et de faire des lois pour les citoyens. C'est-à-dire si cela constitue en fait l'ossature du travail que doit faire un député, le député ne peut pas jouer le rôle d'un maire. C'est-à-dire un maire, c'est quelqu'un d'autre. C'est un autre élu plus proche de sa population qui est là pour éventuellement prendre au quotidien les préoccupations de son environnement. Donc si c'est le cas, je crois qu'il y a une petite différence entre un député et un maire. Mais sans oublier que, comme je l'ai dit, le député, si éventuellement il doit éventuellement voir les lois, mais le député doit aussi, conformément à ses fonctions, doit éventuellement aussi veiller à ce que fait l'exécutif. Ok, on va en parler au cours du débat. Je me tourne vers vous, Madame Diallo. Oui. Est-ce que vous avez eu à rectifier, en tout cas, sur le terrain, vous représentez la société civile. Il y a des candidats qui promettent monts et merveilles, en tout cas pour avoir le suffrage des électeurs. Est-ce que vous, en tant que société civile, vous avez à redresser ces tirs, ceux qui promettent, ceux qui font des fausses promesses en disant je vais construire des routes, je vais faire des ponts, les promesses en tout cas faramineuses. Est-ce que en tant que société civile, vous avez eu à rectifier en tout cas ces tirs-là? Voilà, merci. Et par rapport à ces promesses, effectivement, nous avons mené des actions. Parce que notre ONG Promodef, nous travaillons dans le sens de l'émergence politique des femmes et à ce titre, nous faisons la mobilisation aux élections.
Mais des moments, on constate que les gens sont découragés parce qu'ils disent, par exemple, lors des législatives, un tel nous a promis ceci, il ne l'a pas fait, il nous a promis ceci. C'est parce qu'ils n'ont pas compris le rôle du député. Voilà, justement. C'est le député qui fait, en tout cas, fausse route. Bon, ou c'est plutôt les deux. C'est-à-dire, le député, bon, c'est pas fausse route, mais on dirait qu'ils n'ont pas tellement tenu compte de la préoccupation de leur base lorsqu'ils sont arrivés à l'hémicycle. Parce que le travail d'un député, c'est pas d'aller construire des salles de classe, etc., etc. Mais un député, quand tu passes au niveau de ta base pour recueillir leurs préoccupations, la moindre des choses, c'est de faire un peu d'intermédiaire entre ceux-là qui ont en charge la construction, la réalisation de ce que tu as promis. Par exemple, moi, en voulant aller devenir député, je vous dis, votez pour moi. Il faut même dire, je vais vous aider à acquérir telle ou telle chose. Et là, il y a des têtes, il y a des choses, personnes mieux placées pour le faire. Par exemple, quand tu promets de faire des salles de classe ou bien du forage pour les femmes, il y a les services techniques de l'hydraulique qui sont là pour s'occuper, il y a des organisations de développement qui sont là pour s'occuper des questions de forage, de jardin pour les femmes. Il y a les écoles, le ministère de l'Éducation est là pour s'occuper des écoles. Il y a les institutions, les organismes de développement internationaux, etc., dont les portes peuvent être mieux ouvertes pour vous en tant que représentant d'une institution. Donc, vous pouvez les approcher, faire des propositions, faire des demandes par rapport aux préoccupations que vous avez recueillies. Okay. Mais si vous vous mettez dans la peau de ceux qui ont en charge de faire de ces choses, et vous, ce que vous trouvez au niveau de l'Assemblée comme indemnité ne vous permet pas de réaliser ça. Donc, c'est un peu cela qui fait la confusion entre le rôle du député et le rôle du maire, par exemple, le rôle des services techniques sur le terrain. Okay. Donc nous, on porte cette information à la connaissance des populations à la base que nous approchons pour nos activités d'information, sensibilisation. Ok. Honorable Modindiaye, la différence entre un député et un maire, ou si je me permets, ce futur député maire, alors que chez nous, il n'y a pas de député maire pour le moment. Tout à fait. Il n'y a pas de député maire. Un député est différent d'un maire. Un maire est chargé de l'exécutif au niveau d'une commune. Et à ce titre, il bénéficie des ressources pour le faire, des ressources de la population et des ressources transférées par l'État. Le député ne dispose pas de ressources pour réaliser un projet au niveau de sa circonscription. Mais par contre, au-delà de sa fonction de législateur, de contrôle de l'action, il y a deux autres fonctions, rôles importants qui s'ajoutent à la corde du député. Premièrement, la diplomatie, qui peut être orientée sur l'extérieur ou à l'interne par rapport, c'est la médiation dans les crises, ceci ou cela. Le quatrième point, c'est l'assistance aux populations, l'aide aux populations. Ça se fait comment? C'est cela qui se fait par le pouvoir que le député a. Premièrement, quand un député l'Assemblée adopte un projet de loi qui touche sa circonscription, le député a le droit de demander au gouvernement d'interpeller le ministre pour l'exécution conformément au programme. C'est une façon aussi d'aider, de réaliser. Le député participe au cours des débats à l'Assemblée nationale sur des discussions sur des projets. Et à cette occasion, il est loisir pour le député de faire connaître les préoccupations qui touchent sa localité. Bien entendu, certains vont dire que le député ne peut pas parler de sa localité
que tout mandat impératif. Non, juridiquement, ce n'est pas ça. Il faut que les gens comprennent. Il peut prêcher pour sa localité. Il peut prêcher, mais s'il ne dit pas les réalités de sa localité, qui va parler des réalités de sa localité? Il connaît quand même sa localité. Mais ce qu'il ne peut pas faire, c'est venir prendre un texte pour sa localité. Parce qu'il est l'émanation du peuple et il est représentant. Il peut faire du lobbying dans ce sens-là. Mais c'est clair. C'est le travail du député. Et d'ailleurs, c'est un travail qui est très important parce que dès l'instant où tu te présentes pour te faire élire, tu as le droit, l'obligation de venir en retour régulièrement voir tes populations pour les rendre compte de ce que tu es en train de faire. La restitution? La restitution, c'est un élément, mais au-delà de la restitution, l'assistance est une fonction première d'un député vis-à-vis de sa circonscription électorale. Okay. Et c'est ça l'élément le plus important. Merci. Honorable Thiam, souvent on entend député parlementaire. Est-ce que c'est la même chose? Y a-t-il une différence entre un député et un parlementaire? Ok. En fait, c'est quand même, c'est des mots qui interviennent, c'est des jeux de mots qui interviennent très fréquemment. Quand nous parlons de cadre parlementaire, c'est-à-dire on parle dans ce cadre du travail que fait un député, c'est-à-dire tout ce qu'il a comme fonction et qui se fait au niveau de l'hémicycle dont on parle, à ce niveau on parle de cadre parlementaire. Le député, comme vous le savez, c'est des textes de la République, la Constitution même qui confère ce titre à un citoyen, soit disant que les gens ont eu confiance à vous. Vous devez les représenter et vous devez éventuellement, comme vient de dire l'honorable Modi tout de suite, vous devez éventuellement quand même être au courant du quotidien de ces gens, d'une manière ou d'une autre, pour que vraiment vous soyez les représentants. Au-delà de l'aspect représentation, vous devez être présent avec ces populations en tant que député. Donc c'est un peu ça. Okay. Honorable Ndiaye, je peux vous appeler parlementaire ou député? La Constitution est très claire. La Constitution dit qu'au Mali, nous avons un parlement qui comprend une seule chambre qu'on appelle Assemblée nationale. Donc député, c'est un parlementaire. Okay. Même si on est dans un schéma où on a deux chambres, tous les deux sont des parlementaires. Donc le parlementaire, il est député, le parlementaire, il est sénateur. Mais dans notre cas, constitutionnellement, c'est le Parlement d'abord. C'est parce que c'est constitué d'une seule chambre qu'on appelle Assemblée nationale. Et ceux qui sont au sein de cette Assemblée nationale portent le titre de député. Député et parlementaire, c'est la même chose. Ok. Madame Diallo, je me tourne vers vous. Oui. Est-ce que vous pouvez distinguer comme ça dans la rue, vous pouvez faire la différence entre un député et le citoyen lambda? Dans la rue? Comme ça. Non, mais c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle le macaron que les députés portent. Bon, il y a un macaron aussi que les élus au niveau municipal portent aussi. Vous pouvez être myope comme moi. Si vous voyez par exemple... mais un député qui ne porte pas son macaron, oui, qui sort comme un citoyen lambda, il est un citoyen lambda. Parce que ce n'est pas écrit sur son front. Je veux parler des signes distinctifs d'un député. Quels sont les signes distinctifs d'un député? En fait, un député n'a pas de signe particulier. Un député, c'est un citoyen comme tout le monde. Oui. Mais un député, en termes, quand il doit jouer son rôle de parlementaire, quand il doit jouer son rôle, le titre que confère la Constitution, lui exige un certain nombre de choses. Peut-être le port du macaron, le port de l'écharpe sont des facteurs, sont des choses qui interviennent. Au Mali, nous portons le macaron en vide pour éventuellement faire peut-être une différence avec les autres élus, qui est quand même, qui fait partir du cadre consensuel qui est convenu au niveau de l'Assemblée nationale. Mais dans les autres pays, comme vous allez voir, un député, il peut porter des écharpes dans les cérémonies. Mais chez nous, ce n'est pas le cas, nous ne portons pas d'écharpes pendant les cérémonies, mais le macaron doit être gardé sur le député pour que vraiment on puisse faire la différence. Sinon, au-delà, si vous enlevez ça, vous êtes comme tout le monde, comme les citoyens lambda. Ok. Honorable Modi Ndiaye. Oui. Pour cet aspect précis. Non, sur cet aspect, notre règlement intérieur est très clair. Parce qu'un député, quand il doit se déplacer, pour que les gens sachent que c'est un député, on lui fait obligation de porter l'insigne que nous avons. Et le macaron que nous avons est notre véhicule. Effectivement, nous avons également des cocardes que nous devons faire porter sur notre véhicule
pour qu'on puisse faire la différence entre le véhicule du député et les autres véhicules. Donc c'est une manière de se faire connaître, n'est-ce pas? Parce qu'on a également droit à des honneurs dus à vos rangs. Ok. Bon, madame, Oui. l'immunité parlementaire, Oui. qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si je ne m'abuse, je pense que seuls les députés ont droit à l'immunité parlementaire. Vous n'en avez pas droit, moi non plus. Non plus. Mais ce sont les représentants du peuple. Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'immunité parlementaire? Bon, moi je trouve que l'immunité parlementaire, c'est une bonne chose. C'est même vraiment une tradition, même au niveau de la France, sur lesquels nous prenons des exemples par rapport à nos institutions. Donc, l'immunité parlementaire, ça permet de protéger, ça donne une protection spéciale aux députés pour, en tout cas, garantir leur indépendance. Parce que nous avons ce travail de représentation du peuple, ce travail de vote de loi, de représentation au niveau diplomatique comme il l'a fait. Il ne faut pas que... C'est-à-dire l'immunité parlementaire, c'est quoi déjà? C'est une protection contre les poursuites au niveau judiciaire. Les poursuites au niveau judiciaire. Donc, à tout moment, il peut y avoir des cas où on pourrait être susceptible d'être poursuivi, arrêté et même jugé et condamné. Ok. Mais, honorable Ndiaye, c'est quoi l'immunité parlementaire? En fait, et quelle est surtout son étendue? Ok. L'immunité parlementaire, c'est une protection qu'on offre à un député pour qu'il ne soit pas abusé par rapport aux déclarations qu'il est amené à faire dans le cadre de sa mission. Vous savez, l'Assemblée, c'est une boîte politique. Si on ne couvre pas le député, parce que dans un environnement où on a une majorité et une opposition, pour un rien, on peut amener le député à être mis dans une procédure pour le distraire. Donc c'est une protection par rapport à sa fonction de député. Mais cela ne veut pas dire que le député peut faire des choses de façon... en dehors de sa fonction. En dehors de sa fonction. C'est pourquoi vous avez... On vous dit, quand un député, on le prend en flagrant délit. Par exemple, il rentre dans un magasin, il prend des trucs, ceci ou cela, mais... Même s'il a son macaron. Même s'il a son macaron, ceci, il est un citoyen, il a fauté. Okay. Mais ce n'est pas parce qu'il a fait une déclaration, il a donné un avis contraire à celui du gouvernement qu'on va le mettre dans des problèmes, ceci ou cela. Donc il y a deux types d'immunité. Il y a une immunité quand l'Assemblée est en session. Okay. Quand c'est en session, on dit même quand il est nécessaire de faire venir un député devant le tribunal, l'autorisation est donnée à l'Assemblée d'examiner cette requête pour voir s'il n'y a pas un abus. S'il n'y a pas un abus, on le met à la disposition de la justice. On a l'habitude de le faire. Il y a 3 ans, nous avons levé l'immunité parlementaire de 9 députés. Okay. Hors session, c'est le bureau de l'Assemblée nationale, la structure intermédiaire, le bureau de l'Assemblée nationale qui décide si le député doit être mis à la disposition de la justice ou pas. Donc ce qui est important, c'est que le député ne peut pas inopinément travailler dans toute impunité. Il ne peut pas le faire. Mais chaque fois qu'on pense qu'un député doit être mis en cause, il y a cette protection qui permet de vérifier si ce n'est pas un truc abusif, politiquement parlant, par rapport à sa fonction. Si ce n'est pas le cas, on le met à la disposition de la justice. Okay. Donc ce n'est pas un blanc-seing qu'on donne à un député pour faire tout ce qu'il veut. Ok. Honorable Thiam, quand un député agit, par exemple, disons, comme l'a dit tantôt Honorable Ndiaye, pas dans l'exercice de sa fonction, mais en tant que simple citoyen,
est-ce qu'il vous arrive au niveau de l'Assemblée nationale de faire du lobbying pour lui? Oui, en fait, comme a dit tout de suite... pour que l'immunité parlementaire ne soit pas levée. En fait, cela peut arriver. Ça peut arriver dans les parlements, parce que le cadre des parlements, c'est extrêmement compliqué. Mais en toute réalité, c'est que l'immunité dont on parle, c'est la Constitution qui confère aux députés cette immunité. Notre Constitution, dans le titre 5, dans l'article 62. Donc, c'est quand même des privilèges qui sont donnés à un citoyen pendant un temps, pendant une période bien déterminée, avec des conditions comme ça vient d'être dit. Mais au-delà de cet aspect, si c'est pas le cas, ou même en mettant même des contraintes, il y a des contraintes quand même où on va parler d'exceptions qui peuvent éventuellement arriver. C'est-à-dire le cas de flagrant délit que nous connaissons. Au cas où, c'est toujours cette même constitution qui dit que en ce moment, le député peut éventuellement, l'immunité du député ne serait plus prise en compte. Donc si ce n'est pas le cas, je crois que le député est comme un citoyen lambda, comme tout le monde. Au cas où il va fauter en dehors de cet aspect que la loi lui confère, et il est pris comme un citoyen lambda. Okay. Donc ça, c'est un aspect qui est extrêmement important que nous devons aussi comprendre. Ok, d'accord. Honorable Ndiaye, on parle aussi de mandat impératif concernant les députés. C'est quoi un mandat impératif? Le mandat impératif juridiquement veut dire que le député ne peut pas venir à l'Assemblée avec un engagement de sa population, de sa zone d'élection. C'est-à-dire qu'il n'est pas lié par un engagement de sa zone spécifique à sa zone d'élection. Il est élu dans sa zone, mais une fois élu, il représente le peuple. Il doit défendre les intérêts de la nation. C'est ça l'élément le plus important. Okay. Donc, c'est comme je le disais tantôt, le député ne peut pas venir, moi je suis élu dans cette localité, je vais prendre une loi pour cette seule localité. Ce n'est pas possible. D'accord, si je vous comprends très bien, vous êtes député élu à Baroueli. Par exemple, pour que les pastèques marchent à Baroueli, est-ce que vous ne pouvez pas venir à l'Assemblée nationale avec une loi spécifique concernant, par exemple, la culture des pastèques? Bon, c'est une bonne question. Quand on parle de culture de pastèque, ça ne concerne pas seulement Baroueli. Et ce qui ne peut pas être fait, l'élément le plus important dans ce mandat impératif, c'est pour rendre le député, le mettre devant sa responsabilité nationale au lieu de sa responsabilité locale. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Madame, vous avez quelque chose à ajouter concernant cet aspect? Non, mais c'est bien. Oh, ok, d'accord. Bien. D'accord. Ailleurs, on parle d'hémicycle. Et dans nos quotidiens, effectivement, on pense que l'hémicycle convient à notre Assemblée nationale. Je reste avec vous, honorable Mody Ndiaye. Merci. Je ne suis pas un architecte. Je sais que hémicycle, c'est la configuration, la façon dont les sièges au niveau de l'Assemblée sont disposés. C'est ce qui donne en fait la configuration d'un demi-cercle. Comme un U. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle hémicycle. Et bon, donc, du coup, les parlements, les assemblées, on les appelle hémicycles. Et quand vous regardez un peu, de plus souvent, les sièges sont disposés de telle manière que, vraiment, que ça donne en fait la configuration d'un demi-cercle. Mais ça a une importance. L'importance, c'est quoi? C'est que la position de chaque député doit être de telle façon qu'il n'y a pas un avantage de l'un sur l'autre, premièrement. Deuxièmement, le président de l'Assemblée qui préside les débats, il ne doit pas être au-dessus des députés. Okay. Donc, quand vous regardez la configuration, par exemple l'exemple de la France, l'Assemblée de la France, ça répond exactement à ces normes-là. Okay. Maintenant, comme on appelle l'hémicycle au sens figuré, donc ça devient un terme un peu consacré, et que toutes les assemblées, même qui n'ont pas cette forme circulaire, demi-circulaire, utilisent également.
Je vous rappelle que rôle et responsabilité des députés, c'est le thème de cette émission. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie de notre émission, à savoir les fonctions du député. Honorable Cham, quelles sont les fonctions du député à l'Assemblée nationale? Oui, le député a comme fonction, comme vous le savez, c'est la première des choses, c'est de comprendre d'abord tout ce que nous avons comme loi autour de lui. Système loi, c'est-à-dire il doit éventuellement comprendre et pouvoir analyser, surtout voir un peu la portée, ce que ça peut amener en termes de loi, en termes de fonctions qu'il doit jouer par rapport à la société dont il est issu. Autrement dit, c'est d'abord une fonction législative. Législative. C'est-à-dire il est là pour éventuellement légiférer, pour dire oui, nous acceptons ça, que cette loi soit appliquée à nos populations et que nos populations puissent bénéficier de cette loi. Donc voilà, le député, ça c'est d'abord la première des choses qui est primordiale pour le député. Deuxièmement, le député est là pour éventuellement faire voir, après avoir voté les lois, après avoir édicté les lois, le député doit éventuellement suivre l'exécution de ces lois qui ont été amenées pour que ça ne soit pas... On reste dans ce chapitre d'abord, dans le chapitre fonction législative. Honorable Amadou Ndiaye, on parle de procédure législative ordinaire. C'est quoi une procédure législative ordinaire? La procédure législative ordinaire, c'est la procédure qui commence depuis le dépôt du projet de loi ou de la proposition de loi jusqu'au vote de la loi. Le projet de loi, c'est l'appellation de l'initiative venant du gouvernement. C'est que les textes déposés par le gouvernement s'appellent projet de loi. Et comme le député lui-même, il a la possibilité également de proposer une loi, on appelle ça une proposition de loi. Donc, dès l'instant où l'un des deux textes est déposé au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, il est imputé au fond à une commission permanente, c'est l'organisation maintenant à l'intérieur. Et si c'est nécessaire, il y a d'autres commissions qui peuvent s'en saisir pour avis. Et donc, ils étudient le dossier en commission. Ils font un rapport. Ils présentent le rapport au bureau qui l'amène en session plénière. En séance plénière, le projet, il est discuté et adopté, voté. Donc, la procédure, c'est depuis le dépôt jusqu'au vote. C'est ça la procédure législative. Okay. À ce niveau-là, le constat est que le plus souvent, chez nous ici, il y a beaucoup plus de projets de loi que de propositions de loi. Pourquoi? Cela se comprend. Vous savez, une proposition de loi, ça exige quand même une certaine compétence du député. Et dans certaines assemblées, le député dispose d'un staff, comme les cabinets au niveau des ministres. Okay. Donc, des conseillers, des assistants aux députés, n'est-ce pas, qui leur aident. Parce que la logique est très simple. Un député légifère dans tous les domaines. Le député ne peut pas être spécialiste de tous les domaines. Or, c'est le vote conforme à la Constitution qui est d'abord personnel, c'est l'élément le plus important. Quelle que soit la nature d'un dossier, il est fait obligation à chaque député de voter. Et c'est en comptant le nombre de votes qu'on adopte la loi ou pas. L'abstention aussi est un vote? Non, l'abstention c'est un vote, mais c'est un vote qui ne rentre pas dans le cadre de l'adoption du projet de loi. Parce que le vote, l'adoption se fait à la majorité simple, mais sauf pour ce qu'on appelle les lois organiques ou pour la révision constitutionnelle. Okay. Ça, c'est autre chose. Donc, ce que je voudrais dire, c'est un peu ça, la procédure législative. Ça veut dire que une fois que le projet de loi rentre, ou la proposition de loi rentre à l'Assemblée, il y a toute une activité que beaucoup de gens ne connaissent pas, et qui prend du temps
parce que ça se matérialise par des écoutes des personnes ressources, ça se matérialise par les va-et-vient des membres du gouvernement sur le projet, sur la base des questions posées par les députés. Et sur cette base, le député a également la possibilité d'amender le projet que le gouvernement a amené. Donc ça ne se passe pas comme lettre à la poste. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que, à ce niveau, le fait que le pouvoir d'amendement est là, le député contribue à l'amélioration des textes avant leur vote. Ok. Madame Diallo, vous avez quelque chose à ajouter? Non, en tant que citoyen lambda, je ne suis pas à l'hémicycle pour comprendre un peu. Ok, d'accord. Je me tourne vers vous, honorable Thiam. Cette fois-ci, c'est pour parler des procédures législatives spéciales. C'est quoi les procédures législatives spéciales? Parce que là, on était tout de suite aux procédures législatives ordinaires, mais il y a aussi les procédures législatives spéciales. Oui, procédure législative spéciale, comme a dit tout de suite l'honorable, c'est que une loi est comme un système, c'est-à-dire ça vient au niveau de l'Assemblée nationale comme un malade, comme quelqu'un qu'on doit diagnostiquer, comprendre et faire, si possible, différentes interventions. Et ces interventions vont passer par des techniciens, par les gens quand même qui vont essayer, ce qui doivent disséquer, tout ce qui doit être fait autour de ce projet de loi doivent se faire pour que vraiment le malade puisse sortir, la loi puisse sortir, une loi qui sera vivante, une loi qui sera applicable, une loi qui sera appréciée par les citoyens. Donc ça, c'est vraiment tout un chemin qu'on a dit. Mais c'est aussi un aspect spécial qui peut éventuellement intervenir dans le cadre. Ça, c'est dans la mesure où il y a quand même un certain nombre de procédures qui urgent, ou éventuellement un certain nombre de procédures qui font que vraiment ce projet de loi doit éventuellement passer par des exceptions. C'est-à-dire où éventuellement ça passera pas cette fois-ci par le circuit que nous connaissons, qui est le circuit éventuellement normal qui doit se faire. Donc dans ce cas, on va parler d'un cadre exceptionnel, qui sera exceptionnel pour des raisons X et Y et pour éventuellement, par rapport même à l'urgence que cela peut poser par rapport à la République, fait que souvent il y a des procédures exceptionnelles qui doivent éventuellement intervenir pour faire passer un projet, vu l'urgence, vu un certain nombre de préoccupations, fait que vraiment l'aspect procédure exceptionnel intervient. Ok. Maître honorable Moudi Ndiaye, la spécificité de ces lois réside dans quoi? En réalité, comme je l'ai dit, il y a des lois ordinaires, il y a les lois organiques et puis il y a la révision constitutionnelle. Okay. Bon, en la matière, le critère qu'il faut pour adopter en termes de vote est différent. Okay. Bon, par exemple, pour une révision constitutionnelle, il faut que les 2/3 de l'Assemblée nationale, des membres de l'Assemblée nationale votent la révision pour que ça passe. Mais quand cela ne tienne, cette appellation n'est pas très familière chez nous. Procédure exceptionnelle ou spéciale, non. Vous savez, en la matière, le gouvernement, au moment où nous faisons ce qu'on appelle l'ordre du jour de nos sessions, le gouvernement y participe. L'organe qui le fait chez nous, c'est la conférence des présidents. Et la conférence des présidents est composée de quoi? C'est le président, les vice-présidents au niveau du bureau, les présidents des commissions permanentes, on en a 11, le président, le rapporteur général de la commission des finances et les présidents des groupes parlementaires. Vous voyez, donc il y a beaucoup de présidents à l'Assemblée nationale. Au cours de cette réunion, à cette réunion du moins, le ministre chargé des relations avec les institutions assiste. Et c'est à ce niveau que le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de programmer urgemment tel ou tel dossier. Donc, ce qui fait que nous avons l'obligation, parce que notre règlement le dit, nous avons l'obligation donc de mettre la procédure accélérée pour pouvoir faire examiner le texte. Non, je veux par exemple parler, disons, on ne le souhaite pas, les déclarations de guerre.
ça passe à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il faut que l'Assemblée nationale se prononce là-dessus. Les lois de finances, il faut que l'Assemblée se prononce là-dessus. Est-ce que ces lois aussi rentrent dans le cadre des lois ordinaires? Mais c'est ordinaire, il n'y a rien de spécial. Par exemple, quand vous prenez la loi des finances, c'est une loi ordinaire. La seule spécificité que nous avons, c'est que pour le vote de la loi initiale, il y a une session, la session d'octobre, qui est dédiée au vote de la loi des finances. Et pendant cette session, on vote une multitude d'autres lois. La révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle également. Okay. Comme l'initiative peut venir du président ou des députés, l'essentiel est que ça vienne comme un projet de loi. Hein, et puis ça suit le circuit normal. Okay. La seule différence, c'est que quand l'État, le gouvernement exprime une urgence par rapport à... Donc, on est obligé, on est maintenant enferré dans un temps précis pour le faire. C'est la seule différence avec les autres procédures que nous avons. Ok, d'accord. Honorable Thiam, on parle aussi, disons, de fonction de contrôle du député. C'est quoi la fonction de contrôle? En quoi consiste-t-elle? Oui, contrôler, ça fait partie quand même des préoccupations du député, de ses prérogatives. Contrôler qui? Contrôler ce qu'elle fait l'exécutif. Pour que vraiment, ça soit vraiment, puisse avoir des résultats. Et en ce terme, le député joue un rôle clé, à mon avis. Au-delà de son aspect, le premier aspect que nous venons de parler, contrôler cette fois-ci, c'est de contrôler qu'est-ce que fait l'État. Par exemple, nous prenons la loi des finances, comme vient de dire tout de suite l'honorable. Nous devons voter le 31 décembre un budget pour donner à l'exécutif qui doit pouvoir l'exécuter pendant l'année en cours, c'est-à-dire l'année qui va venir. Donc, pendant cette exécution, le député a le devoir, et le député doit jouer pour voir comment ces lois, comment ce budget est exécuté. Et dans ce cadre, dans le cadre d'exécution, ça demande vraiment un cadre de contrôle. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est que le député peut contrôler, comme on a dit, si nous revenons un peu dans le cadre de local, c'est-à-dire, il doit savoir quel projet se porte par rapport à ma circonscription. C'est-à-dire, c'est peut-être faire des routes, c'est faire un certain nombre de choses qui est en cours d'exécution. Donc, le député doit savoir comment ça évolue. Si cela évolue, et ça évolue bien, si ce n'est pas le cas, c'est de pouvoir maintenant interpeller le ministre en question, le responsable en question, pour qu'il puisse quand même venir devant l'ensemble les représentants du peuple pour dire voilà quelles sont les contraintes, qu'est-ce qui se pose par rapport à un tel projet, à un tel projet. Donc en ce contrôle aussi, il y a vraiment pas mal d'outils et à la portée du député pour éventuellement contrôler ce que fait l'exécutif. Okay. Honorable Modindiaï, pour le citoyen lambda, surtout ceux qui suivent le RTM, on a l'impression que le contrôle gouvernemental, de l'action gouvernementale se limite à la question orale à l'Assemblée nationale, puisque le plus souvent ça c'est en direct. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de contrôler en tout cas l'action gouvernementale? Très bien. Le Parlement, de façon générale, l'Assemblée nationale dispose de beaucoup de moyens de contrôle. Il y a d'abord ce qu'on appelle les questions écrites. Les questions écrites, c'est des questions qui sont adressées à un ministre. Ces questions sont publiées au journal officiel. Le ministre a un temps bien déterminé pour réagir. Et si le député n'est pas satisfait des réponses qui lui ont été données, il peut transformer ces questions écrites en interpellation du gouvernement, premièrement. Qui est l'interpellation du gouvernement qui est différente de la question orale. Qui est différente de la question orale. Okay. Parce que la question orale, c'est la question qui est adressée à un membre du gouvernement. Autrement dit, à un ministre. À un ministre. D'accord. Et vous voyez, la spécificité, c'est que d'abord, c'est retransmis en direct, premièrement. Deuxièmement, c'est le ministre interpellé et l'interpellateur seulement qui ont droit à la parole. Okay. Les autres sont là, ils assistent. On a encadré tout ça pour ne pas faire de frais supplémentaires pour vous à leur thème qui couvrez. On a circonscrit tout ça en 60 minutes. D'accord. Ça, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée? Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Merci. Okay. Maintenant, au-delà des questions orales, il y a l'interpellation du gouvernement. Maintenant, quand on interpelle le gouvernement, la possibilité est donnée à tous les députés de poser leurs questions au gouvernement. Et après, nous avons
les questions d'actualité que nous avons institutionnalisées maintenant. Au cours des sessions ordinaires, nous avons dit que nous allons envoyer une question d'actualité au gouvernement. Et au cours de cette question d'actualité, qui peut prendre 4 heures de temps, 5 heures de temps, le Premier ministre et son gouvernement viennent à l'Assemblée nationale. Okay. Et c'est retransmis en direct. Mais au-delà de tout ça, nous avons les commissions d'enquête, nous avons les commissions d'information. Ces commissions, nous les créons à longueur de journée. Et concernant spécifiquement le budget, nous l'autorisons. Mais le monopole de l'élaboration du budget appartient au gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui a en charge, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, de conduire l'action de l'État. Nous, quand on le vote, le gouvernement a l'obligation à la fin de l'année, quand il fait à la fin de l'année, de nous présenter une loi de règlement. C'est une loi qui nous dit, voilà comment on a exécuté vos autorisations. Et à l'intérieur de l'année, tout au cours de l'exécution, le gouvernement peut nous dire, nous allons changer nos priorités budgétaires. Cela fait l'objet également d'un autre vote de la loi. Et ce qui est intéressant, au cours de cette loi, de discussion concernant cette loi de finances, il y a un contrôle qui se fait parce que nous sommes soucieux. Nous vérifions. Est-ce qu'un franc qu'on prend sur les personnes, et c'est nous qui autorisons ça, les prélèvements des ressources sur les populations qui constituent les ressources publiques, est-ce que ces 1 franc vont être convenablement gérés? Donc au niveau des dépenses également, nous avons un regard pointu par rapport à ça. Ce chapitre fera l'objet d'une émission spéciale. Je rappelle que rôle et responsabilité des députés, c'est le thème de cette émission. Pour participer, téléphonez au 66 94 85 85. Nous avons aussi des questions de nos auditeurs comme troisième partie de cette émission. Sans plus tarder, je demande à nos techniciens de faire signe de nous envoyer les premières questions. En quoi consiste les missions d'un député? Est-ce qu'un député est un agent de développement? Sinon, pourquoi pendant les campagnes électorales des candidats à la députation promettent qu'une fois élus, ils vont réaliser des écoles, des centres de santé et autres? Qu'en est-il réellement? Honorable Thiam, je me tourne vers vous. C'est vrai que ces questions ont fait l'objet des réponses au cours du débat, mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, nous tenons toujours à rappeler les uns et les autres que c'est quand même une confusion quand cela arrive. Ça peut bien arriver ou éventuellement nous confondre. Il y a une confusion qui se fasse au niveau des députés et du maire, c'est-à-dire le rôle que doit jouer le député. Donc si cela est le cas, nous le savons, on est un peu désolé, mais c'est souvent éventuellement pendant la période des campagnes, nous entendons les uns et les autres dire que non, je ferai tel par rapport à la chose. Je crois que cela ne fait pas partie des prérogatives et vraiment du député. Le député est là pour éventuellement voir ce qui doit être fait au niveau en termes de loi et éventuellement en termes de contrôle, comme on vient tout de suite de le dire, doit être là pour ça. Mais parallèlement, sans oublier que le député quand même reste, à mon avis, une autorité, un député reste l'autorité la plus proche, à mon avis, par rapport au cadre des populations. Parce que c'est ces populations qui vous ont élu, c'est ces populations avec qui vous êtes en contact de façon quotidienne. Le député reste avec la fonction, une de ses fonctions qui quand même fait partie de l'aspect social, reste vraiment cet intermédiaire entre l'État et éventuellement entre l'État et les populations. Donc, ce qui fait souvent qu'il y a vraiment des confusions, en termes de confusion, mais je crois qu'avec ces différentes émissions, avec ces le fait de pouvoir quand même donner l'information aux citoyens, va nous permettre de pouvoir corriger et de pouvoir apporter vraiment tous les éléments nécessaires pour que vraiment les uns et les autres puissent comprendre qu'est-ce que doit faire un député. Et une fois élu, voilà ce que vous devez jouer et ce que vous devez apporter par rapport à cette mission qu'on vous a confiée. Et je crois que c'est extrêmement important. Ok. Honorable Ndiaye, la dame qui a posé cette question a voulu savoir si le député est un agent de développement. Vous êtes agent de développement aussi dans vos localités, où vous avez été élu? Bon, je ne sais pas ce que la dame veut dire agent de développement. Je pense que ensemble, c'est une équipe. C'est une équipe, on peut nous assimiler comme des agents de développement
pour la seule raison que le député a la possibilité, et même c'est son devoir, de porter la préoccupation des populations au niveau le plus élevé. Parce que lui, il peut ouvrir ses portes qu'un maire ne peut pas faire. Je pense que donc c'est un élément important. C'est un facilitateur. Il peut aider l'exécution des projets, comme je vous l'ai dit. Je vous ai donné l'exemple d'un projet que nous votons. Quand le gouvernement traîne les pieds, mais on interpelle le gouvernement sur la question. Quand le Premier ministre dépose sa déclaration de politique générale et que nous votons, cette déclaration renferme des engagements. Quand nous avons le sentiment que ces engagements ne sont pas tenus, nous avons la possibilité d'interpeller le gouvernement pour dire que les députés ont la possibilité d'aller loin en termes de contrôle. Quand les députés ne sont pas contents de la façon dont le gouvernement gère, nous avons le pouvoir de démettre le gouvernement par la motion de censure. Okay. Donc tout ça, c'est des éléments, des pouvoirs dont disposent les députés pour avancer, pour faire avancer. Et à ce titre, on peut nous considérer comme des agents de développement. Ok. Il y a d'autres questions aussi de nos auditeurs qu'on va tout de suite écouter. Est-ce qu'un pays peut exister sans député ou une institution qui accomplit ses missions? Au Mali, dans un passé récent, au temps du parti unique, être député était un prestige. Le député avait une respectabilité au point qu'il avait une ascendance sur les représentants de l'État dans certaines régions. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que le député est une autorité? Si oui, quelles sont les limites du pouvoir d'un député? Honorable Cham, pour la première question, Oui. Un pays peut exister sans député? À mon avis, non. Un pays démocratique, c'est-à-dire un pays où éventuellement les populations, leurs préoccupations est prise en compte, existera difficilement sans députés, sans élus qui pourront éventuellement faire la transition entre ces populations et éventuellement les autorités en exécution. Donc un député joue un rôle clé, à mon avis, par rapport à un pays, par rapport au cadre même de construction d'un pays. Donc dire qu'un pays peut exister sans député, cela peut exister, mais chez nous, dans nos pays ou dans les démocraties auxquelles nous vivons actuellement, quelque chose d'impossible. Ok. Honorable Ndiaye, non pas pour cet aspect, mais pour la deuxième question. L'auditeur, selon l'auditeur, dans le temps, le député était beaucoup plus respecté qu'aujourd'hui. Non, c'était évident parce que d'abord c'était le parti unique et pour être député, il fallait être secrétaire général du parti à la base. Donc il y avait un cumul de fonctions qui fait que, en réalité, les accointances que le Parlement avait avec l'exécutif faisaient que le député paraissait comme un homme très puissant, parce que politiquement puissant dans sa localité, et puis dans la chaîne politique, c'était un élément très important. Mais je pense que, à mon avis, ce n'est pas un très bon exemple. Parce que vous savez, nous sommes dans un régime présidentiel. Le président, lui, il a la mission d'assurer le fonctionnement normal de toutes les institutions. Mais dans des pays où on pense qu'il faut progresser, il faut aller dans un régime parlementaire. Le régime parlementaire veut dire quoi? Ce sont les députés qui élisent le président de la République. Et en ce moment, le président a l'obligation de venir régulièrement devant les députés rendre compte. Aujourd'hui, le président, il ne vient même pas à l'Assemblée. Il ne peut pas venir à l'Assemblée parce qu'il est au-dessus de l'Assemblée. Et donc, ça, c'est un élément qui est très important. Et la fonction du député, en démocratie, les représentants du peuple, c'est eux qui ont la responsabilité de légiférer. C'est un élément important. Le pouvoir est disposé de telle manière qu'il y a les organes qui sont chargés de légiférer, ceux qui sont chargés de l'appliquer, et ceux qui, au cas où on ne respecte pas la loi, sont là pour sévir. Donc il y a la justice, il y a l'exécutif et il y a le législatif. Et la séparation a un sens. C'est ce qui nous facilite d'ailleurs de faire le contrôle sans député, mais l'exécutif est comptable devant qui? Personne. Ok. Vous partagez le même sentiment, oui, Mme Diallo? Vraiment, je partage la même idée. Il faut absolument un Parlement, il faut des députés, ne serait-ce que pour le contrôle de l'action gouvernementale. Et le point fort de ça, c'est la motion de censure
si on estime que rien ne va par rapport à la mission confiée au gouvernement. Parce que le Premier ministre, en venant, il fait une présentation de politique. Dans tel sens, on va diriger les actions du pays, le développement, etc., etc. Il faut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un pour vérifier. Okay. C'est très important. Merci. Le Parlement chez vous, avec NDI, URTEL, ORTM et USAID. Nous arrivons au terme de cette première émission, le Parlement chez vous, qui a porté sur le rôle et responsabilité du député. Nos invités étaient les honorables Modine Ndiaye et Ndoula Thiam et Madame Oumomboli Diallo, présidente de l'ONG féminine Promodef. À la réalisation, Boubacar Touré, présentation Seydou Baba Traoré. Merci de nous avoir suivis. La prochaine émission a pour thème la restitution parlementaire, le contrôle de l'action gouvernementale. Au revoir et à très bientôt. Le Parlement chez vous, une émission bimensuelle initiée par NDI en collaboration avec l'URTEL, avec le concours de l'ORTM et l'appui de l'USAID. Le Parlement chez vous se veut une émission d'information, de sensibilisation, d'échanges interactifs afin de permettre à l'Assemblée nationale d'être connue de l'ensemble de nos concitoyens. Pour participer à l'émission, téléphonez au 20 20 27 47. Le Parlement chez vous, tous les dimanches.